Bonjour. Comme vous le voyez tous, Emmanuel a bien changé. Parce que d'habitude, c'est elle qui est assise là. Donc je suis tout perplexe. Et je reçois pour la deuxième fois Guilain Benessa, que j'avais reçu la dernière fois en novembre. En novembre, oui. Et on avait Exactement. parlé du référendum, de la façon dont ça pouvait s'instituer et tout. Exactement. Et là, vous avez commis avec Guillaume Bigot, que l'on voit souvent sur CNews, un livre qui s'appelle « On marche sur la tête », que je montre. Et d'après ce que j'ai compris, dans ce livre, vous expliquez, bon juriste que vous êtes, comment, dans l'idée qu'on allait vivre dans un état de droit, on nous a enfumé avec le droit en mettant des tas de trucs que les gens ne voulaient pas. Et c'est maintenant, on nous explique qu'on ne peut pas bouger parce que sans ça, on serait d'horribles illégaux qui seraient des révolutionnaires qui cherchaient à casser le droit qui nous permet de vivre heureux et en bonne compagnie. Est-ce que c'est à peu près ça le thème de votre livre ? Grosso modo, oui. Alors, grosso modo, l'idée simple, c'est que Guillaume Bigot, qui est politologue, et moi-même juriste, on s'est dit, associons nos énergies, nos styles et nos angles, on va dire, d'analyse, oui, pour tenter de démontrer ce qui, à mon avis, crève les yeux, mais qu'on essaye de passer sous tapis tout en l'admettant à moitié. Ça devient une espèce d'embrouillamini incroyable. C'est comment est-ce qu'on nous a vendu un rêve formidable, un espèce d'idéal de papier glacé qui était, vous savez, de la paix, la prospérité, longévité, fortune, enfin bref, l'Europe c'était le Saint Graal, si vous en tenez au manuel d'instruction civique, en somme, et comment est-ce que 70 ans plus tard, 60 ans plus tard, grosso modo, on en arrive à un cadenas, à un verrou, ou plutôt à une cage dans laquelle on nous a mis, dont on ne peut plus sortir, et qui a produit des résultats exactement inverses aux promesses vendues. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'était passé en Russie en 1917 sans vouloir. Ah, on n'a pas encore les camps de concentration où des gens comme vous et moi seront mis, mais on s'en rapproche, non ? On se rapproche. Il y a un élément quand même, je suis pas le premier à le dire, et qui crève les yeux aussi, c'est quand même le caractère quasiment soviétique de l'Union européenne, c'est-à-dire d'une part la paperasse, la bureaucratie et la paperasserie qui constituent son fonctionnement quand même, et ensuite je pense l'autoritarisme qui se dévoile de plus en plus dans son fonctionnement, dans son appareil, dans ses membres principaux. Von der Leyen a quand même fait preuve elle a l'art de taper sur les doigts des récalcitrants, les juges à sa solde, etc. Il y a un autoritarisme et une forme de caractère soviétique qui me semble incontestable et se dévoile là aussi de plus en plus. Voilà, donc on se retrouve dans un monde qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on devait, on l'a très bien vu avec l'euro, l'euro était censé faire baisser le coût du capital pour tout le monde, permettre la croissance indéfinie, on aurait accès à toute l'épargne de l'Europe et tout, puis on s'est rendu compte que toute l'épargne de l'Europe était capturée pour servir à financer des déficits budgétaires qui servaient qu'à des transferts sociaux, qui n'avaient aucun investissement de l'autre côté. Donc le niveau de vie ne cesse de baisser et va continuer à baisser. Donc toute cette épargne, toute cette tentative de l'Europe qu'on voit au départ, c'est dans le fond d'empêcher les marchés de fonctionner pour sanctionner les politiques, non ? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut en revenir. C'était l'idée du bouquin. Il faut en revenir aux grandes déclarations. C'est-à-dire grandes déclarations. Quand vous prenez les déclarations de Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak et d'autres, donc les fameux pères fondateurs, hein, il y aurait tellement à dire sur leur biographie. Il y a une phrase que j'aime qu'on restitue dans le bouquin, phrase d'époque dans les années 50. Paul-Henri Spaak qui nous dit la chose suivante, c'est que l'Europe est censée produire, donc évidemment prospérité, longévité, bonheur pour tout le monde, et surtout, et j'adore cette phrase, elle est terrible en même temps, l'avènement d'un homme nouveau. Voilà, l'homme nouveau, ça c'est le signe évident qu'on va terminer dans des camps, ça. Je suis d'accord avec vous. En fait, tout était déjà là. Oui, tout était déjà là. Mais ça veut dire qu'on a depuis le départ, on n'envisage pas seulement l'Union européenne, enfin la construction européenne, comme la mise en place, vous savez, des petits pas à la Jean Monnet, d'une espèce d'évolution. Et du cliquet, on revient jamais en arrière. Voilà, exactement. Alors
ça je vais y venir, le fameux effet cliquet. Mais l'avènement d'un homme nouveau, ça veut dire que dans les consciences, dès le départ, on veut modifier le raisonnement, la philosophie, la métaphysique presque, la nature humaine de tous les individus qui sont situés sur le continent européen. Et en fait, on va le faire par petites couches, par étapes. On va masquer tout ça, on va confier le pouvoir à des gens qu'on ne connaît absolument pas, à des gens non élus. Au bout, on a fabriqué quelque chose de nouveau. On a fabriqué l'envers d'une démocratie, l'envers d'un système qui fonctionne sur le suffrage, mais qui se part de tous les oripeaux de la démocratie, de l'homme éclairé, des lumières, etc. Alors qu'en fait, on vit dans une cage complètement obscure et grise. Vous vous souvenez, c'était Zinoviev qui avait sorti l'Homo soviéticus. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui l'Homo européus, qui est une saloperie, qui est un homme obéissant, qui est un homme qui fait ce qu'on lui dit. J'ai été la semaine dernière à Bruxelles pour parler dans une conférence. Et je me suis dit, mais c'est une histoire de fou. Pour rentrer dans le Parlement à Bruxelles, il faut beaucoup plus de mesures de sécurité que si vous prenez un avion avec une bombe sous le bras, quoi. Mais c'était grotesque. Il y avait, je sais pas combien de gens des machins qui prenaient une bombe dans ma serviette, enfin bref. Et je me suis dit, comme symbole, c'était admirable. Ces imbéciles se protègent contre l'extérieur. Je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que j'ai eu la même expérience que vous à Strasbourg, au Parlement européen. Il y a moins d'un an, 6 mois, j'ai donné une conférence là-bas, et j'avais à Strasbourg, c'est ma ville, hein, donc j'habite à 2 pas. Je suis en avance, là c'est une anecdote, hein, mais j'arrive largement dans les temps, et entre la sortie qui n'est pas la bonne, l'entrée qui devait être une autre entrée que celle prévue, les portiques de sécurité, le badge nécessaire, le fichage, etc. Je me suis dit, c'est marrant, comme l'Europe est incapable, vous savez que Frontex est absolument incapable de fermer un minimum ses frontières extérieures, je veux dire, c'est une passoire, l'Union européenne, mais alors à côté de ça, quand il s'agit de changer de salle dans cette tour de Babel qu'est le Parlement européen, alors là, vous avez intérêt à prendre l'après-midi pour avoir le droit de rentrer le soir, hein, à peu de choses près. C'est tout à fait étonnant, et c'est exactement ça. On se retrouve dans un monde, c'est ce que disait un peu Solzhenitsyn, des petits hommes gris. Il disait, c'est pas tellement les tyrans au sommet qui sont embêtants, c'est tous ces petits gars à qui on a donné des petits pouvoirs et qui les exercent avec une méchanceté, une autorité et un cynisme incroyable. Donc, et c'est ça qui me sidère, c'est cette capacité qu'ils ont de trouver des gens qui obéissent à quoi qu'on leur dise. Il y a une forme de médiocrité. On parle des fois de la médiocratie. Vous savez, ce système de médiocrité généralisée. L'Europe, ce qui m'a frappé en bossant sur le bouquin, l'Europe, l'Union européenne plutôt, mais enfin peu importe. Hein, l'Europe est fabriquée et huilée en fait par une succession, par de multiples petits verrous qui sont huilés par des gens qu'on ne connaît pas, qui se cooptent les uns les autres. Il y en a une foultitude, hein, et vous les retrouvez dans tous les domaines. Parlement, commission, Cour de justice de l'Union européenne, Cour européenne des droits de l'homme. En fait, vous avez des petits hommes gris. Voilà. Passer par les mêmes instituts, il suffit de prendre quelques biographies, c'est ce que j'ai fait volontairement pour mettre l'accent dessus. Vous prenez tel juge à la cour, tel assistant de tel juge à la cour de justice, qui également va être coopté plus tard par la Cour européenne des droits de l'homme, etc. En fait, vous avez un système en vase communicant de gens passés, grosso modo, hein, je prends des exemples français, hein, de gens qui ont fait à peu de choses près, évidemment toujours Sciences Po Paris, à peu de choses près, ou en tout cas Sciences Po, qui ont évidemment fait l'ENA dans la foulée, qui ensuite ont fait généralement une première incursion à Bruxelles ou en Belgique, au Luxembourg ou à Strasbourg, hein, une première incursion dans le réseau, on va dire, et qui ensuite bénéficient, que ce soit en France ou en Europe, d'un réseau de cooptation, de gens qui les aiment bien, avec lesquels ils vont grenouiller longtemps, et on les retrouve au bout, alors même que personne ne les connaît, ils font 1 mandat, 2 mandats, ils sont réélus, ils sont renommés, on les retrouve quelque part, ils font 30 ans à Bruxelles. C'est pour ça que moi, souvent, maintenant, je ne fais même plus l'économie de prendre une autre formule que ça. Il y a une forme, vous savez, de désamour de son pays, parce que finalement, on ne passe même plus de temps chez soi. C'est plus une villégiature à Bruxelles, c'est qu'en fait, on file le plus vite possible, et on est dans cet univers qui fait qu'on a même oublié qu'il y avait des intérêts français. On en vient même, peut-être qu'on en parlera, mais on en vient même à juger contre son propre pays, sans aucun état d'âme, parce qu'on a même oublié, ces gens ont oublié qu'il y avait des intérêts nationaux. Et en plus, ils sont, la plupart du temps, inconnus, anonymes, peut-être pétris des diplômes, mais ils pensent contre eux-mêmes, contre leur pays, contre les Français. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on a réussi à créer
c'était un petit peu ce qu'on avait encore une fois avec l'Union soviétique et le Parti communiste. Des Français qui étaient dans ce grenouillage du Parti communiste dans les années 40, 50, 60 et qui ont travaillé contre la France, il y en a eu un paquet. Donc, je reviens à cette idée de création d'un homme nouveau. Parce que la première remarque, quand vous cherchez à faire un homme nouveau, il y a Chantal Delsol qui a écrit des choses admirables sur la recherche de l'homme nouveau. Elle dit que quiconque a dans son programme une recherche de l'homme nouveau est dans le fond un descendant de la Révolution française. Parce que la Révolution américaine cherchait à protéger les citoyens contre le monstre qu'était l'État, donc on mettait des contre-pouvoirs partout, tandis que la Révolution française a cherché à créer un homme nouveau. Et elle dit, c'est pour ça que la gauche française a toujours eu des moments extrêmement tendres pour tous les gens qui ont tué des millions de gens, pour peu que leur projet était de créer un homme nouveau. Elle dit, c'est comme ça que donc l'homme nouveau, c'est le refus de Dieu dans le monde, et c'est de dire, Dieu s'est planté, il a créé des hommes qui sont pas de bonne qualité, nous qui sommes plus intelligents, on va améliorer le truc et on va créer un homme nouveau. Donc dès que vous voyez dans un projet un homme nouveau, vous savez que c'est un héritier direct de la Révolution française et qui trouve que Robespierre, dans le fond, le problème c'est qu'il n'en a pas tué assez, quoi. Sinon ça aurait sans doute marché, ou d'ailleurs Staline, ou Mao, etc. D'ailleurs ils ont été toujours partisans de Staline, de Mao. Donc je trouve absolument extraordinaire, ce que vous décrivez, c'est une tentative, encore une fois, d'exclure l'homme tel qu'il est, tel qu'il a été fait. Et c'est d'essayer de transformer et de nous faire tous pareils. Et ce que je veux tu à dire, c'est que la beauté du monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel chacun accepte que l'autre est complètement différent, puisqu'il n'y en aura jamais un autre vous, un autre moi, puisqu'on a des ADN complètement différents. Donc, il y a un refus de la différence derrière ça. Ils veulent faire des gens tous pareils. Ah mais complètement. En fait, alors, ce grand renversement, c'est un peu rapide comme comparaison, mais tout de même, vous savez, je pense souvent à cette phrase de Kant qui m'a beaucoup frappé quand je fais mes études de philo. Kant qui a écrit que à l'époque, au 18e, donc, l'objectif n'est plus de fabriquer l'homme à l'image de Dieu, mais Dieu à l'image de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que c'est le grand renversement. En fait, alors évidemment, je suis pas en train de dire que Kant met tout le monde dans des camps de concentration, hein, mais sa philosophie y amène. Il y a l'idée d'un renversement qui se veut humaniste et qui va donner exactement l'inverse, c'est-à-dire un anti-humanisme. Et après, en réalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, la Révolution française, Robespierre et consorts, ils ont constamment en eux l'idée que rien n'a existé avant, tout commence maintenant. Le fantasme de la tabula rasa, je veux dire, et on la retrouve chez tous les révolutionnaires de salon au petit pied aujourd'hui. Alors, pour l'instant, ils sont pas grand-chose tout le temps, je dis pas que leur pouvoir de nuisance est toujours total, mais il y a clairement une filiation dans ça. Et en fait, pour en revenir à l'Europe, je pense que ce fantasme de l'homme nouveau, alors officiellement, c'est le discours vendu encore une fois dans les manuels, etc., à destination de toutes les petites têtes blondes. Officiellement, c'est pour qui sont plus tellement blondes. Hein. Qui sont plus tellement blondes. Je suis effectivement. Il y aurait un problème là. Il y aurait beaucoup à dire. Mais je suis d'accord avec vous. Mais à l'origine, je pense que les pères fondateurs, pour en revenir là-dessus, il y a l'idée que pour sortir du désastre de la Shoah, pour une bonne fois pour toutes éliminer ça, ils vendent un discours de façade qui est désormais on va transformer la nature humaine pour finalement donner naissance à une Europe de la pacification, du marché, du libre-échange, de la fraternité entre les peuples. C'est des grandes discussions, des grandes phrases un peu très creuses, souvent très vagues, je veux dire. Mais au bout du bout, et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que comme par hasard, quand on reprend cette phrase de Paul-Henri Spaak, elle commence par des questions économiques, elle commence par des questions de paix ou de guerre, et elle se finit par l'avènement d'un homme nouveau, une civilisation nouvelle. Et cette civilisation européenne, en fait, c'est une civilisation de l'anti-civilisation, puisqu'il n'y a plus rien qui relie ces gens, c'est juste une plateforme technocratique. L'Europe n'a aucune substance, aucune identité concrète, rien de tangible. D'ailleurs, dès qu'on a essayé de la substantialiser, notamment en lui donnant des valeurs chrétiennes, vous vous rappelez, c'était la Constitution européenne, notamment Jacques Chirac et d'autres ont tout de suite sont montés au créneau pour dire il n'y a pas d'identité chrétienne à l'Europe, en fait il n'y a rien à cette Europe-là, si ce n'est ce culte des petits hommes gris, ce culte d'un fonctionnement gris, fonctionnement extrêmement opaque, sans aucune transparence, au bout pour aboutir à un renversement de tout ce qui fait l'homme. Nous sommes devenus des produits, des résultats d'un monde qui tourne sans nous. Et ils s'en foutent.
La vérité, c'est ça. La vérité, vu que c'est pas une démocratie, qu'il n'y a pas véritablement de suffrage, que les élections au Parlement européen sont bidons, que le pouvoir est à la Commission, qu'en réalité, on se fout complètement de l'adhésion des peuples à cette chose qui fonctionne sans eux. Au bout du compte, il y a un renversement de tous ceux qui, en théorie, devaient être produits par la Révolution française, c'est-à-dire la démocratie, la République et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, les fils... pas tellement pour ça. Il y avait, derrière la Révolution française, il y avait quand même l'idée que le bourgeois savait mieux, etc. Donc, je suis d'accord, mais si la vous voulez... Révolution française, la glorieuse Révolution anglaise de 1689 et son petit, la Révolution américaine, c'était d'arriver à la démocratie en essayant de contrer celui qui avait le pouvoir de faire du mal aux autres, c'est-à-dire l'État. Mais là, la Révolution française, c'était de prendre les contrôles de l'État et de faire un homme nouveau. Ils s'en sont pas cachés. En tout cas, à partir de 1792-93, c'était très net. Et c'est resté dans l'histoire toujours, si vous voulez. Donc il y a ce vieille tendance, et ce que dit Chantal Delsen encore une fois, qui est assez brillant, elle dit, et ceux qui sont contre ce projet, il y a deux façons de les traiter. D'abord par le ridicule. C'est des vieux cons, ils disent que des bêtises, ils veulent retourner à Pétain. Vous savez, l'interview, on l'a vu encore il y a 2 jours avec cette pauvre Marion, qui a dit que sa vue de la famille, c'est celle de Pétain. Donc c'est le ridicule. Et le deuxième, ensuite, c'est l'excommunication. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont plus le droit de parler. On les exclut du champ de la communication. C'est ce qui était arrivé à Renaud Camus, etc. Il se retrouve au fin fond du Gers, en train d'avoir sa propre maison d'édition pour éditer ses bouquins. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit le projet, c'est soi-disant la liberté, et la réalité, c'est les petits hommes gris, et qui éliminent tous les gens compétents, ce qui fait que pour la première fois depuis, 10 siècles, 12 siècles, on n'a plus officiellement un seul grand intellectuel français. Puisque tous les grands intellectuels français de ma jeunesse, ils auraient été éliminés par tous ces petits hommes gris. Ils auraient dit, mais non, vous n'avez pas le droit. Imaginez qu'on soit en 1948 et qu'il y ait eu ces gars-là au pouvoir, Raymond Aron n'aurait jamais pu s'élever contre le communisme, par exemple. On lui aurait dit, mais vous n'y pensez pas. Il l'a fait et ça a été difficile. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours le même projet. Je dis toujours, le cœur de la religion chrétienne, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. On doit avoir une relation avec lui, il s'en fout du reste. Et leur but, c'est d'éviter que Dieu ne puisse parler à chacun d'entre nous. Ils mettent des papiers, des barrages, etc., pour qu'on ne puisse plus avoir cette identité inouïe qui était l'individualisme. Et moi, ça me surprend, ce refus, cette haine de l'individu en tant qu'individu, qui n'est pas l'égoïsme. Et ils veulent avoir une masse en face d'eux, des masses. Ah oui, exact. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, ça c'est le mot d'ordre du fonctionnement de l'Union, d'autant plus maintenant. L'Europe maintenant, c'est avoir des masses à rééduquer, des masses auxquelles vendre des produits, des masses à intégrer, des masses à statistiser. Il y a quelque chose comme le refus, effectivement, de la singularité. Le refus de la singularité, c'est le mot que je cherchais. Mais sur la singularité, je suis d'autant plus d'accord avec vous que sur la singularité, si on prend ces petits hommes gris, prenons-le au sérieux 2 minutes. C'est quand même des gens, souvent, ce que je montre dans le bouquin, j'essaie de le montrer, encore une fois, par des petites biographies, parce que sinon, vous savez, ça reste théorique. Mais si on prend des petites biographies de ces petits hommes gris, on s'aperçoit que pris individuellement, ils ont théoriquement coché les cases de l'acceptable ou de élitistement parlant. C'est-à-dire, les études sont bien faites, la tête est théoriquement remplie, etc. Et pourtant, au bout, chacun finit à penser comme la matrice. Donc ils sont rentrés dans la matrice pour en sortir avec un oubli complet de quelque intérêt que ce soit qui quelque part les élèverait et en même temps leur donnerait une identité. C'est-à-dire il y a quelque chose comme un oubli d'une substance. On devient un homme complètement liquide. On est content d'être un outil. On est content d'être un outil, de donner, de reproduire, de disséminer le message, de le mettre en application. Et encore une fois, que ce soit les exécutifs ou les juges, ça change pas grand-chose. Au bout, ils en deviennent heureux d'appliquer la doxa, qui était fabriquée par des gens qui pourtant mentent depuis le départ, puisqu'ils ont fondé une révolution, on va dire, une révolution, si je puis dire, des consciences avec l'Union européenne, qui est une révolution qui amène l'Occident, enfin, en tout cas l'Europe, dans l'impasse. Donc on reproduit en toute connaissance de cause, on met en application une idéologie dont l'objectif est la disparition des peuples, la fin du suffrage et la mort, en réalité, de la tradition européenne. C'est absolument fascinant. C'est un projet, appelons par son nom, c'est un projet diabolique, puisqu'on se voit très bien qu'il s'attaque
la racine de notre civilisation, c'était justement les racines chrétiennes. Et à partir du moment où les hommes au pouvoir disent qu'il est hors de question qu'on fasse appel à ces racines chrétiennes, ce que disait Huntington, c'est que la grande séparation entre les 7 ou 8 civilisations qui existent aujourd'hui et la civilisation chrétienne, c'est que toutes les autres cherchaient la survie du groupe et que nous, on cherchait le salut individuel. Donc c'était complètement différent. Et donc, si j'ose dire, on se retrouve avec le héros en chrétienté, c'est celui qui se révolte tout seul contre un pouvoir injuste. C'est lui le héros, ça a toujours été le héros. Complètement. Et aujourd'hui, si vous voulez, maintenant le héros, c'est devenu le petit homme gris. Donc c'est Satan qui l'emporte. Bon, ben, appelons-le par ce nom. Il faut pas dire du mal des gens terrestres, mais enfin, alors, quand on voit Satan, on le reconnaît, quoi. C'est oui, complètement. C'est un projet satanique, ce truc. Alors, ça paraît idiot ce que je dis, mais non. Pas du tout. Comme la Shoah était un projet satanique, ça aussi c'est un projet satanique. Il y a deux choses qui me frappent. Il y a une chose qui, on va dire, je me permets une chose un peu plus générale et une chose pratique. Chose générale qui me frappe là, ça c'est, je suis un peu, j'essaie de faire un lien direct, mais je pense qu'il tombe quand même sous le sens. Ça m'a toujours frappé combien la modernité, dans les années 50-60, notamment en art, en cinéma, etc., mais pas que, c'est devenu l'abolition, la haine du projet héroïque. C'est-à-dire, on en est venu à un amour, même, je sais, vous savez, visuellement, cinématographiquement, ou même théâtralement, ou dans le roman d'ailleurs, on a eu tout d'un coup l'amour des personnages perdus, sans substance, en errance, en transition, qui petit à petit se perdent. Et comme par hasard, ces espèces d'anti-héros qui n'ont souvent rien de très aimable et rien de très intéressant en réalité, ont donné naissance petit à petit à des individus, on va dire, en recherche perpétuelle, qui sont les paumés d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque une logique... Et on leur dit, vous êtes paumés, mais grâce à Dieu, vous allez à Bruxelles et vous trouvez... Oui. Et donc, en effet, qu'on le veuille ou non, la chrétienté, c'était quelque chose où on cherchait, on avait une vocation héroïque, c'est-à-dire qu'on voulait mourir en défendant tout seul la cité, quoi. Ça a été une belle chose. Et ben, pas du tout. Maintenant, le but, c'était un peu crétin, de pas savoir où on va aller, de fumer des trucs, qui vous rendent encore plus crétin, et ensuite de voter comme on s'y attend pour des gens qui ne représentent rien. Et ce qu'il y a d'amusant, vous voyez, dans cette image des petits hommes gris, je l'ai sorti pour la première fois, ça devait être au milieu des années 80, dans un truc que j'avais écrit pour mes clients à l'époque. Et Milton Friedman m'avait écrit en me disant, c'est très bien votre truc, les petits hommes gris, là, vous êtes tombé sur quelque chose d'important. Il m'avait dit, là, les petits hommes gris, c'est eux les ennemis. Et parce que je correspondais pas mal avec lui, et je m'étais dit, tiens, les petits hommes gris. Et puis maintenant, c'est une notion qui est acceptée partout, les petits hommes gris. Tout le monde en parle. Oui. Et les petits hommes gris, ils prospèrent sur cette espèce de modernité en perdition, parce que du coup, il y a personne qui se rebelle contre ça. L'héroïsme quotidien a disparu. Mais même, vous savez, la notion de décence commune a disparu. Le héros populaire, celui qui ajoute la décence commune en bandoulière, il disparaît petit à petit des consciences, des images. Il y a quelque chose qui est très visible, c'est par exemple, les femmes aujourd'hui dans les rues ont parfois des ennuis. Bon, je me suis laissé dire, enfin, c'est ce j'entends ici ou là. J'ai une petite fille qui est très mignonne, qui aime beaucoup l'Italie, qui va souvent, quand il y a des gens qui l'embêtent dans la rue, il y a 3 Italiens qui se précipitent, c'est peut-être parce qu'elle est très jolie, j'en sais rien, et pour lui dire, est-ce que ce monsieur vous embête, s'il faut, je lui casse la figure, vous voyez ce que je veux dire? En France, plus personne ne vient, quand elle est embêtée, plus personne ne vient. Donc on a réussi, on le sait, à enlever au mal cette espèce de besoin qu'il avait, quand il y avait une femelle en détresse qui arrivait, de se précipiter pour l'aider. Maintenant, ce qui me sidère le plus, c'est quand, vous vous souvenez, ce gamin-là qui était, je sais plus quelle ville, à Grenoble, je sais pas quoi, et qui est allé aider des enfants qui étaient en train de se faire tuer par, et tout le monde l'a considéré soit comme un héros, soit comme un imbécile. Mais quand je pense que la gauche a considéré que ce gars-là était un imbécile, c'est vous dire à quel niveau de bassesse ils sont tombés, quoi. C'est un type qui va secouer et se servir, chercher à aider des femmes et des enfants, et qu'on tourne en ridicule. Mais on est devenu malade, quoi. On est tombé sur la tête, non? On est tombé sur la tête, absolument. C'est le titre du livre, hein. On a marché sur la tête. Hein. C'est exactement ça. C'est le fait est que le renversement des valeurs qui date d'il y a longtemps et qui, pour moi, vraiment, la modernité, encore une fois, les années 50, 60, 70, petit à petit, ont fait beaucoup de mal. C'est que ça a permis la mise en place et surtout
instiller dans les consciences qu'il est noble de ne surtout pas l'être, qu'il est héroïque de ne jamais l'être, il est parfaitement indécent d'estimer, comment dire, il est indécent d'estimer à sa juste mesure l'acte héroïque. Donc évidemment, aujourd'hui, quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un le réalise, on a même du mal à considérer ça comme normal, comme acceptable, comme tolérable. Alors que c'est théoriquement la condition humaine qui devrait être, célébrée lorsqu'elle produit le meilleur. Vous vous rappelez, Arnaud Beltrame, par exemple, on était... vraiment, grâce lui soit rendu, mais on était choqués. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus du tout l'habitude d'avoir un geste qui soit relève chez lui presque du sacrifice, ou en tout cas de l'héroïsme. On pourrait avoir une distinction entre les deux, mais il y a quelque chose chez lui de sacrificiel ou d'héroïque qui nous a marqué d'autant plus qu'on n'a plus du tout l'habitude d'avoir ça sur le territoire français, au moment même où on nous a désappris à aimer cela, à valoriser cela. Avoir du courage. Oui, c'est ce absolument. qu'on appelait autrefois le courage, c'était un truc... Et donc, on a éduqué des garçons pendant des générations à... C'était Paoli qui avait écrit un très bon bouquin, je crois qu'il s'appelait La mort du soldat, c'était il y a 15 ou 20 ans, c'est celui qui était au Figaro Magazine, là. Et il disait, toute la civilisation s'est maintenant liguée pour faire disparaître le soldat, c'est-à-dire celui qui se dressait quand sa ville était attaquée pour défendre sa ville. Vous savez, c'était les Spartiates là-bas, etc. C'est les 30 gars, quoi. Et ben, si vous avez plus de soldats, ben la ville tombe. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Exactement. D'autant plus que le projet européen, c'est pas le seul, mais tout de même, d'une part, il est fondé sur pour moi, en tout cas, il est fondé sur la perte de foi, c'est-à-dire qu'il y a, c'est une société définitivement déchristianisée mais même plus que ça, c'est une absence même de fondement, en fait. Vous savez, c'est une vie sans ontologie. L'Europe, c'est la fabrication de quelque chose qui n'a plus d'ontologie, plus réellement de projet, plus rien du tout. En fait, il y a rien de commun. Il y a pas de monde commun là-dedans. C'est une civilisation de la mort, parce que vous voyez vous voyez qu'aujourd'hui, nos civilisations, et c'est probablement pas la première, ça sera pas la dernière, ont décidé qu'elles n'avaient pas de valeur, et donc c'était pas la peine de se continuer. Est-ce que l'effondrement de la natalité est une autre forme de suicide, quoi. Donc ce qui me frappe le plus, et on arrive maintenant à l'euthanasie. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait au Parlement, aux Français, en une journée, ils ont essayé de tout transformer pour qu'on puisse... mourir dans la dignité, mais je veux bien mourir dans la dignité, ça me gêne pas, mais je veux pas, si j'étais docteur, que quelqu'un me dise que je dois tuer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je veux bien que le type se suicide, mais je veux pas qu'il me demande la pilule, parce que ça, c'est pas dans le serment d'Hippocrate. Oui, absolument. Donc, chaque fois que vous dites le respect de la vie ou la renaissance de la vie ou regardez la façon dont cette pauvre Marion s'est fait attaquer sur ces idées démographiques qu'il fallait aider la naissance des enfants. Ben, si vous dites il faut aider la naissance des enfants, de toute façon on va tous mourir parce qu'il va faire trop chaud ou trop froid ou j'en sais rien. Mais si vous vivez et qu'il faut qu'on puisse vous tuer parce que vous produisez plus rien, c'était l'idée d'Atali. Donc c'est une civilisation de la mort. Elle a comme but ultime la mort. Ce qui me sidère. Comment peut-on avoir une civilisation ? Alors, je disais tout à l'heure, j'ai deux éléments. Le deuxième fait totalement le lien avec cela. Ça m'a frappé, vous savez, en faisant mes petites recherches pour le bouquin, il y a quelque chose qui est souvent passé sous silence, c'est le raisonnement exact des juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui statuent sur tous ces cas, c'est-à-dire sur l'euthanasie, l'aide active à mourir, le suicide assisté, quel que soit le terme. Quel que soit le thème, exactement. Je prends un exemple dans le bouquin, c'est en parallèle, mais je pense qu'il faut voir comment on raisonne. Vous voyez comment la fabrique et comment la fabrication de tout ça est faite. Je prends un exemple simple. Dans le bouquin, vous avez un homme qui considère qu'il est depuis sa naissance, qui considère qu'il n'est pas un homme mais une femme. On est sur les questions de genre cette fois-ci, et donc il estime qu'il lui faut rectifier l'ensemble des papiers administratifs depuis sa naissance. Parce que, en gros, monsieur... Il n'est ni l'un ni l'autre. Voilà, il n'est ni l'un ni l'autre. Et il dit, en fait, depuis le début, c'est une méprise, je ne suis pas ce que biologiquement je suis. Bon, passons. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le juge français lui donne tort en disant, il faudrait refondre son identité, sa citoyenneté en entier. On peut quand même pas reprendre 30 ans de vie comme ça.
Surtout qu'entre-temps, cet homme, rappelons-le, s'est marié, a eu des enfants. Hein. Alors, vous voyez le cirque, mais admettons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il saisit, vu que la France ne lui donne pas raison, il saisit la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme ne va pas totalement sanctionner la France. Mais, et là, il y a un énorme mais dont on ne parle pas, c'est comment le juge raisonne. Et là, vous voyez, le diable est dans le détail. Le juge dit, certes, eu égard au fait qu'une telle demande nécessiterait de reprendre, en gros, le dossier de vie en entier de cet homme, ce serait trop lourd de demander à la France de reprendre son droit de la famille, vous voyez, son droit de la filiation, tout ça est trop lourd. Mais le juge ajoute au bout, en somme, que en l'état, on ne peut pas le demander, mais le jour où les mentalités globales auront changé... On aura changé l'homme ? Exactement, il faudra changer le droit et on pourra l'imposer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où les juges estimeront que la position française n'est plus en adéquation avec leur philosophie de l'homme et qu'ils se sentiront assez puissants pour taper une bonne fois pour toutes sur la table, cette fois-ci, gare à vous, vous avez intérêt à changer votre droit de la famille, votre droit de la filiation, tous vos papiers administratifs depuis la naissance de cet homme parce que le droit ne correspondra plus à la philosophie des juges. Donc ça veut dire que l'absence de limite chaque fois est repoussé. Vous voyez, dès qu'on a une finitude, une limite, une espèce de zone où on dit stop, maintenant on s'arrête, le juge dit attention, on s'arrête pour l'instant. Mais demain, après-demain, dans 3 jours, dans 2 ans, cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je ferai droit aux demandes individuelles contre l'État, parce que de toute façon, c'est la dimension, c'est l'objectif, c'est le but, c'est la destruction de toute forme de finitude, de limite aux demandes et aux doléances individuelles. C'est là où l'arrêt est très intéressant, c'est quand le juge dit « Pour l'instant, la France n'a pas tort », mais un jour ou l'autre, lorsque la philosophie de l'homme correspondra à ma philosophie, moi, de juge européen, c'est-à-dire d'ultra-progressisme devenu en réalité une philosophie de la décadence, faut le dire comme ça, un jour ou l'autre, ne vous inquiétez pas, je modifierai tout ça. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça se rejoint à un gars que j'écoute assez souvent qui s'appelle Jordan Peterson, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne connais pas. Jordan Peterson, c'est un psy... qui est québécois au départ, etc. Il parle bien, bien sûr c'est en anglais, et il est suivi par des dizaines de millions de gens dans le monde. Hein. Et si, vous parlez l'anglais, bien sûr. Oui, écoutez Jordan Peterson, vous verrez, vous serez assez étonné. Et Jordan Peterson dit, on a tous compris quand la droite allait trop loin. Bon, le nazisme, le fascisme, on a compris qu'il y avait des moments où il fallait dire stop. Là, ils ont été trop loin. Bon, même dans les idées de droite, ça ne marche plus. Bon, on arrête. Et dit ce qu'il y a d'extraordinaire avec la gauche, c'est qu'elle refuse toujours de dire quand elle est allée trop loin. Elle refuse l'idée même qu'il y a des limites. Et donc, par exemple, ils condamnent. C'est très difficile pour eux de condamner Staline ou de condamner Mao ou de condamner. Et ce refus de condamner le fait qu'il y a des limites est typiquement de gauche. C'est-à-dire que dans la gauche, ils refusent, vous avez qu'à voir, on peut penser ce qu'on veut de ce qui se passe en Palestine, mais il y a des tas de gens qui refusent de condamner le Hamas pour ce qu'il a fait en tuant 1500 personnes. Mais il y en a plein. Ils disent que dans le fond, c'est assez normal parce qu'ils n'étaient pas bien traités ou je sais pas quoi. Donc, il y a des moments, le caractéristique de la gauche, c'est quelqu'un qui commet un crime avec cette idée de changer l'homme. Dans le fond, c'est pas un crime. Je ne peux que vous rejoindre parce que, vous savez, c'est un peu rapide, mais depuis la fin du Covid, la sortie du confinement, tout ça, j'ai trouvé que tout d'un coup, vous savez, les questions de genre, les questions de limite, en fait, à la sexualité, à la destruction de la famille aussi qui va de pair, tout ça s'est accéléré. Il y a un moment, il y a 4 ans, depuis 4 ans, ça devient, vous savez, c'est un effet boule de neige incroyable. Chaque jour, on a notre lot de folies furieuses qui sont estampillées rationnelles. C'est complètement dingue. Et là-dedans, ce qui me sidère un peu, et je trouve qu'on se plante, mais dans des proportions invraisemblables, c'est lorsque la plupart des gens, ou la plupart des commentateurs, plutôt, ou des observateurs, voient ces problématiques sociétales, comme on dit aujourd'hui, ou wokistes, comme on le dit également, les analysent comme des accidents, alors que pas du tout. Ce sont les enfants dégénérés, même pas tant dégénérés que ça, ce sont les enfants des mêmes qui, il y a 50 ans, étaient déjà ceux qui justifiaient des actes barbares, comment dire, les soviets, le stalinisme, etc., et qui n'avaient... Phnom Penh, je veux dire... Exactement. La révolution culturelle aussi, et des choses comme ça, je veux dire... Ils étaient, la révolution culturelle, ils étaient très, très bien vus en France. Hein. Absolument. Et je trouve qu'on ne voit pas combien cette filiation est parfaitement
logique. C'est le refus de la limite. Exactement. Quand tout est possible, quand tout est permis, en somme, quand tuer est permis, parce que c'est ça aussi, tuer est permis à condition que ce soit pour la bonne cause. À condition que ce soit pour la bonne cause. Mais qui détermine la bonne cause ? Exactement. Lorsqu'à l'époque déjà on disait qu'on peut perpétrer les pires crimes de l'humanité en estimant que de toute façon au nom de cette cause c'était légitime, aujourd'hui comment voulez-vous que les enfants, beaucoup plus ignorants encore que les grands-parents, parce qu'en fait le problème des enfants wokistes c'est qu'ils sont beaucoup plus stupides d'une certaine manière que leurs aînés, et plus fous encore peut-être. Mais comment voulez-vous qu'ils aient intégré l'idée d'une limite, l'idée d'une dénonciation, l'idée d'un travail sur soi, d'une culpabilité, d'une réflexion même, alors même qu'on leur a enseigné que de toute façon, au nom de tout ça, la seule notion de limite est de droite, donc condamnable, donc nazifiable, etc. Vous avez dit l'essentiel, c'est que la notion de limite est de droite. Donc ce que dit Jordan Peterson, c'est qu'il dit qu'il a parlé à des tas de gens de gauche toute sa vie, parce qu'il est très 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 connu, donc il a parlé à des gens tout à fait éminents à gauche, et que leur caractéristique commune, c'est ce refus de dire où est la limite pour la gauche des choses qu'elle ne peut pas accepter. La gauche peut tout accepter si c'est fait au nom de la gauche. Absolument. C'est-à-dire que si j'ose dire, le seul problème d'Hitler, c'est qu'il était de droite, alors. Le problème, je veux dire, c'est étonnant, quoi. Donc, si vous voulez, ça aurait été, parce que les koulaks qui ont été tués en Russie, il y en a eu autant de tués que par Hitler, si j'ose dire. Mais ce qui est étonnant, c'est que d'un cas, il y a une condamnation absolue qui doit être absolue, et de l'autre côté, il y a une espèce d'indulgence dont on comprend très bien la justification, quoi. Il y a toujours eu deux poids deux mesures. Enfin, longtemps qu'il y en a que c'est de là d'où ça vient. Ah mais regardez, là je fais la politologie rapide, hein, mais la droite expie ses péchés d'une manière ou d'une autre depuis des décennies. Je veux dire, vous savez, le procès en extrême droitisation, il est quand même absolument fou. Vous en parlez à un spécialiste. Je veux dire, voilà, donc je me doute. Donc je vois que comment dire, c'est une feuille de papier à musique en fait. Il suffit de passer un degré pour que immédiatement le procès en nazification il est total, il est définitif et tout s'enchaîne. Et de l'autre côté, il y a une espèce de volonté de droit d'inventaire où on pioche ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Vous savez, oui, mais il y avait du bien. Oui, mais dans le communisme, on trouve des bonnes choses. Oui, mais le stalinisme, tout n'est pas acheté. Le fameux bilan. Voilà. Le fameux bilan du communisme est globalement positif, vous vous rappelez. Positif, oui, voilà. Par un type qui était parti volontairement travailler en Allemagne. Mais enfin, il y a ce tri qu'il faudrait avoir le droit de faire à gauche, là où évidemment à la droite, il n'y a jamais de tri. Je veux dire, il y a tout acheté. Évidemment, je ne dis pas qu'il y a grand-chose à garder, des abominations. Je dis simplement que là où certains expient les péchés et admettent qu'une terreur est totale et doit être bafouée, et comment dire, jetée aux orties, de l'autre, à gauche, il y a une sympathie pour les bourreaux. Il y a une espèce de sympathie, de tolérance, de tolérance, même d'amour parfois qui est sidérant, proprement sidérant. Regardez Cuba, qui est quand même un truc absolument abominable depuis 70 ans, et ben ça fait rien. Tout le monde chante les louanges de Cuba, sans doute parce que la misère au soleil, c'est mieux, mais enfin, je veux dire. Mais regardez la question du Hamas. Ce qui était fascinant, que chacun ait son opinion avec la difficulté d'avoir pour l'Orient compliqué, pourquoi pas, ça je comprends très bien. Mais le jour où l'attaque a été perpétrée, vous avez les tenants les LFistes en chef, les membres du LFI qui ont tout de suite dit le Hamas est une armée d'occupation parfaitement légitime, etc. Ils ont mis, pour certains d'ailleurs ils n'ont jamais fait, mais ils ont mis des semaines à admettre le caractère terroriste, islamiste ou quoi que ce soit. C'était, on aurait dit une sympathique armée régulière, vous voyez. Alors tout était passé sous silence au nom de l'occupation et des damnés de la terre. C'est hallucinant quand même. Voilà, mais c'est ça. Et donc ce refus. Donc quand vous voyez un type qui refuse de dire où sont ses limites intellectuelles, vous savez que c'est un excellent homme de gauche et que vous terminerez dans un camp. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est le cas de l'Europe. Donc l'Europe a décidé, si je comprends bien, d'après votre livre en tout cas, l'Europe a décidé d'avancer masquée, de façon grisâtre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grandes défilés de gens qui marchent au pas, et avec les bannières derrière les bannières. Donc, mais c'est un projet de gauche, mais qui avance masqué. Et ça n'a rien à voir avec ce qui a toujours été la civilisation chrétienne, c'est-à-dire l'héroïsme individuel. C'est le contraire. Exactement. Alors, je trouve que ça dit tout du fonctionnement. Je raconte dans le bouquin parce qu'il faut, l'erreur qui est commise souvent, vous savez, beaucoup trop souvent, et vous le savez très bien, l'erreur qui est commise par un bon nombre de souverainistes, ou on les appelle comme on veut, c'est de... Ils peuvent réformer.
qui peuvent réformer. Alors, c'est pas réformable, ce exactement. Truc. Pourquoi? Alors, c'est là où moi j'ai un vrai problème de concret avec eux. C'est qu'on nous vend l'idée que vous savez que ça a mal tourné, qu'on aurait pu mieux faire, qu'il faudrait tourner le volant de quelques centimètres et on peut remettre l'Europe sur le droit chemin. Et ce que je raconte dans le bouquin, pour moi, tout est dit là-dedans. Je vous assure, tout est dit. En 1962, alors que je veux dire, la France du général de Gaulle, c'est pas mal quand même. Je veux dire, c'est mieux que celle d'Emmanuel Macron, globalement. On sera tous d'accord là-dessus. En 1962, 61-62, Charles de Gaulle a une obligation, il a une tâche à accomplir avec Michel Debré, c'est de nommer le juge français qui siégera à la Cour de justice de la Communauté européenne. Le premier juge français. Donc, il y a longtemps, hein, c'est pas une broutille d'il y a une quinzaine d'années. J'ai cherché, je vous assure, j'ai fait mon boulot, j'ai essayé de trouver pourquoi et comment il a pu faire une connerie pareille, le général de Gaulle. Il a nommé Robert Lecour premier juge français à la Cour de justice. Manifestement, la seule réponse claire qu'on a là-dessus, quelle erreur il a commise, enfin, pour quelle raison il a fait ça, c'est que de Gaulle se foutait comme de l'an 40, même s'il se foutait pas tellement de l'an 40 lui, techniquement, mais il se foutait complètement de la Cour de justice. Il disait, ce machin, au Luxembourg, on s'en fiche. Je veux dire, et on peut le comprendre, puisqu'il faisait marcher au pas son propre conseil constitutionnel, donc je pense qu'il se foutait de cette cour. Il a nommé Robert Lecour là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'à peine la nomination de Robert Lecour à la Cour de justice réalisée, donc c'est l'émissaire français à la Cour de justice, en gros c'est le juge français qui décide au niveau européen. 6 mois plus tard, la première jurisprudence, la première grande décision de la Cour de justice de l'Union européenne est rendue sur le principe de primauté européenne. Voilà. Ça veut dire que dès 62, sous la volonté intentionnelle d'un juge français, fédéraliste, qui serait aujourd'hui, on va dire, l'arrière-grand-père d'Emmanuel Macron, je veux dire, philosophiquement parlant. Ou de Fabius. Ou même de Giscard, d'ailleurs. Enfin, là, ce serait plutôt son papa ou son grand frère, mais peu importe. Sous l'influence directe de Robert Lecour, parce qu'il aurait joué un rôle spécifique lui-même, personnel. Hein, pour enlever la suprématie juridique française. Exactement. Il dit, la primauté européenne l'emporte sur la souveraineté de la France. Ce qui veut dire que, dès 62, dans le dos du général de Gaulle, des juges que personne ne connaît, avec un Français Robert Lecour dont tout le monde se fout, y compris le général et Michel Debré lui-même, ils s'en foutent complètement. Cette cour décide, dans un prétoire où personne ne se rend, que la souveraineté des États vaut moins que la primauté du système juridique européen. Tout est dit. Et en 2024, on nous dit quoi? La plupart nous disent « Oui, mais il suffit de tourner un peu le volant, on va trouver un terrain d'entente, on va réformer de l'intérieur. » Et moi, j'ai envie de répondre à ces gens, le général de Gaulle lui-même s'est fait avoir. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avec je veux dire, vous allez avec 2 signatures, 3 compromis et tout changer? Surtout que maintenant, ils ont mis des hommes partout, c'est-à-dire que vous pouvez pas. La seule façon de faire, c'est ce qu'a fait l'Angleterre, c'est de sortir. Mais les Anglais, je les connais bien, j'ai vécu 25 ans à Londres. Il y avait toute une série de gars qui faisaient partie de ces gars-là qui voulaient la suprématie européenne et ils ont tout bloqué pour empêcher l'Angleterre de sortir. C'est-à-dire qu'ils ont, même si vous voulez sortir, c'est très difficile de sortir parce que il faut changer cette partie du droit. Je crois que les Anglais sont toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Absolument. Alors que ça fait 6 ans qu'ils ont voté contre. Oui. C'est-à-dire qu'ils font pas le coup de Sarkozy de dire non, on change parce que vous avez mal voté, on s'en fout. Ils disent, vous avez mal voté, mais vous aurez pas ce que vous avez demandé. On va se débrouiller pour que vous l'ayez pas. Encore une fois, les petits hommes gris vont noyauter tout et vous allez rien pouvoir faire. Alors, Monsieur Gaff, si vous me permettez, je suis content que vous me posiez la question parce que j'ai été, pas du tout méchamment ni quoi que ce soit, mais j'ai été légèrement tensé ces derniers temps avec ce bouquin parce qu'on me reproche, je vous raconte un peu ma vie, j'en suis désolé, mais on me reproche de pas être un Frexiteur. Alors, mais moi j'aimerais qu'on sorte de l'Europe, de cette Europe-là. J'ai deux confessions à vous faire. Premièrement, vous êtes pardonné. 2 confessions, c'est que évidemment, en mon âme et conscience, vous savez, loin de toutes les réalités, dans un monde idéal comme ça, le mot de Frexit me gêne pas beaucoup. Ça vous étonnera pas. Mais, et c'est là ma deuxième confession, c'est parce que on a mal compris souvent ce que je raconte, je crois. Moi, je ne dis pas du tout qu'il faut pas penser une sortie ou penser, en tout cas, une sécession de cette Europe. Je suis le premier à le dire. Mais, il y a 2 choses qui me gênent. Premièrement, si vous actionnez l'article 50 pour sortir de l'Union européenne, et il y aurait beaucoup de choses à dire, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous réclamez, vous demandez au maître nageur le droit de sortir de la piscine. Ça veut dire que vous actionnez un bouton prévu par l'Europe pour sortir de l'Europe.
Avec le Brexit, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné un invraisemblable scénario qui a duré des années. Qui n'est pas fini. Et qui n'est pas fini, où on a tout fait pour dire à la Grande-Bretagne, il y aurait tellement à dire, je raconte dans le bouquin comment les juges se positionnent, mais peu importe. On a dit aux Anglais, ok, vous voulez partir, ce sera à nos conditions. On va vous faire payer. Et l'élite anglaise qui ne supportait pas de partir contre le peuple qui a voté le Brexit a lui-même joué contre son peuple en partie. Donc, on se retrouve là-dedans. Ce qui veut dire que c'est ma position, je vous la donne, j'ai pas l'habitude de ne pas répondre aux questions. Ma position, c'est que... Vous ferez jamais de politique, vous? Ça, je ne sais pas. Si vous répondez aux questions, vous êtes foutu. Hein. Peut-être, mais vous savez, le général de Gaulle répondait aux questions. Ça frappe toujours, vous savez, quand on entend... Mais il n'est pas politique, lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ma réponse, elle ne noie pas le poisson, c'est que j'estime, moi, que les décisions qui ont été prises depuis 60 ans par l'Europe sont... nul et non avenu, c'est-à-dire en tout cas illégitime, elle mérite, la question de la légitimité mérite d'être posée, mais même la question de la légalité, parce que vu que on a fait annuler un référendum par le traité de Lisbonne 2005, je veux dire, où globalement on a violé le pacte, le suffrage, littéralement. Qu'en 92 on a une propagande du oui pour absolument faire avaler le traité de Maastricht. Et c'est passé à tout près. Hein. Et c'est passé à 500 000 voix, c'était 50 et quelques contre 49 et quelques. Et qui venait beaucoup d'ailleurs des endroits où les préfets avaient beaucoup d'influence sur le vote. Absolument. Donc ça veut dire que j'estime, moi, que plutôt que de demander l'autorisation de sortir de la piscine, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que la première des choses, c'est dire, moi, moi, président de la République, pour reprendre l'anaphore à François Hollande, j'estime que le droit français, que le système français, que les intérêts de mon peuple sont supérieurs aux impératifs posés par Bruxelles. Si vous allez en Europe avec cette idée que vous êtes la France, c'est-à-dire que sans la France, il n'y a pas d'Europe, ça rend possible, une discussion musclée et potentiellement, non pas une négociation pour 15 ans, mais une menace immédiate. J'applique le droit français, le système français, point barre. On fait péter la bombe atomique et on voit ce qui reste derrière. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce machin-là impose un droit qui n'est pas légitime. La base du droit, c'est le consentement au droit. S'il n'y a pas de consentement au droit de la population française, ipso facto, nous sommes en dehors de l'Europe. Me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit, quand je disais l'article 50, vous savez, je prends une métaphore qui est simple, hein, mais je pense qu'elle c'est la seule qu'il faut avoir, enfin, me concernant. C'est comme si vous demandiez, le Frexit souvent, c'est vu, ou l'article 50 pour sortir de l'Union, c'est comme si vous demandiez à un prisonnier de solliciter la bienveillance du geôlier pour avoir le droit de sortir de la prison. C'est comme les juifs pour sortir de Dachau. C'est du délire, c'est du délire. Comment voulez-vous, vous savez, chose simple, la Constitution, rappelons, je suis désolé de faire le juriste, mais tout de même, la Constitution, c'est le parchemin sacré du peuple souverain. C'est tout en haut de la pyramide des normes. Donc ça voudrait dire on dit au peuple, non mais vous avez votre constitution, mais il faut quand même demander l'autorisation des petits hommes gris et de leurs juges qui vont tout faire pour vous interdire de sortir, ou alors à leurs conditions, vous leur demandez l'autorisation d'avoir le droit, ou de les solliciter d'avoir le droit de sortir du système dans lequel ils nous enferment tous les jours. C'est littéralement scandaleux. Vous imaginez le général de Gaulle dire « Attendez, je pense qu'il y a un article 50 alinéa 12B salle 312, vous voyez ce que je veux dire, qui nous permet à nous, Français, de sortir ». Il dirait non. C'est nul et non avenu, c'est pas légitime. Avec de cette façon-là, il y a moyen soit de négocier, soit de sortir, mais aux conditions posées par la France. On peut pas négocier avec eux. On dit à partir de lundi prochain, la France retrouve sa monnaie, la France retrouve sa prééminence juridique, et puis démerdez-y, on va voir comment ça se passe. Mais on peut pas négocier avec ces gars-là, parce qu'ils sont tous des petits spécialistes à la noix, ils vont vous emmener dans des discussions qui n'en finissent plus. Je me souviens, j'avais discuté un jour avec un Argentin qui m'expliquait comment ça se passait, les négociations avec l'Europe, c'est que d'abord, on négociait pendant 15 jours sur la forme de la table. Voilà. Oui. Mais c'est pas des blagues, hein, sur la forme de la table. Oui. Et donc, si vous devez négocier sur la forme de la table, ensuite, sur est-ce qu'on sert du café ou du thé, vous en avez déjà pour un an. Oui. Vous savez, là-dessus, j'étais en... il y a une quinzaine d'années peut-être, mon père m'a fait un cadeau qui trône toujours, un tableau qui trône toujours chez moi. C'est un vieil article du Monde sur, vous savez, la puissance des mots dans les textes fondamentaux. Combien de mots constitue la Constitution américaine, combien de mots constitue tel texte, etc. Et on en arrive à un dernier texte sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics posés par l'Europe, d'accord ?
de l'Union européenne, évidemment. Je n'ai pas le nombre de mots exact, mais vous avez dans la Constitution américaine 500 mots, dans tel texte fondamental 700 mots, etc. Et vous arrivez à l'interdiction de fumer posée par l'Union européenne, 13 472 mots, quelque chose comme ça. Donc ça donne une idée de l'inflation folle dans laquelle on est rentré, où c'est le truc des petits hommes gris. C'est les petits hommes gris. Les hommes puissants, les De Gaulle, n'importe quoi, les pères fondateurs des États-Unis, ils ont des mots simples. Oui. Par exemple, dans toute la Constitution des États-Unis, démocratie n'est jamais cité une fois. Ça n'existe pas. Oui. Ils parlent de république. C'est pas la même chose. Ah, mais je vois très bien. Oui. Vous savez, l'article 3 de la Constitution française, la souveraineté appartient au peuple français qui l'exerce soit par référendum, soit par ses représentants. Il y a tout qui est dit là-dedans. Voilà, et après, on a besoin, vous savez, d'avoir des glossateurs qui vont dire la souveraineté, c'est pas vraiment ça, le peuple n'existe pas, le référendum, c'est compliqué. Dites, on avait réglé le problème en une phrase. Pourquoi complexifier ça ? Parce que ça permet ensuite au diable, au poison des petits hommes gris, de faire dire au texte exactement l'inverse de ce que les institutions leur donnaient. Je vais vous dire quelque chose. J'ai entendu hier Alain Minck parler des institutions françaises dans une émission de réplique, je crois, d'Alain Finkielkraut il y a quelques semaines. Et Alain Minck dit, si Marine Le Pen est au pouvoir et qu'elle utilise l'article 11 pour en appeler au référendum, elle va contre l'esprit d'institution, contre les institutions françaises. Elle se prend pour le général de Gaulle. Et si j'avais été là, j'aurais dit, mais attendez, vous rêvez ? Si le général de Gaulle a précisément interprété le référendum de cette façon-là, c'est parce qu'il était lui-même l'incarnation de l'esprit des institutions. Oui. Ça veut dire que vous pouvez quand même pas dire, elle se met sous l'égide, qu'on aime ou pas Marine Le Pen, c'est pas le problème. Mais si elle veut utiliser le référendum fait partie de l'arsenal gaulliste. Si c'est le référendum façon général de Gaulle, il n'y a rien plus gaullien, donc plus esprit 5e République, que de se targuer de répéter la même manœuvre en 2024. C'est parfaitement légitime. Et on va conclure de ça, mais parce que ça me paraît important. Vous avez une différence entre la légalité que des hommes comme Minck et le prototype des petits hommes gris défend, et puis de l'autre côté, vous avez la légitimité. Et ce que cherchait à faire De Gaulle dans ces institutions, c'est avoir une adéquation entre la légalité et la légitimité. Dès que quelqu'un cessait d'être légitime, il s'en allait. C'est ce qu'il a fait lui. Exactement. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République qu'on a n'est pas légitime. Il est peut-être légal, il a peut-être été élu, mais quand on regarde la population française, s'il faisait un référendum, il serait battu à 90%. Donc, aujourd'hui, on avait problème dans toutes nos institutions, c'est le problème de la légitimité. Et s'il n'y a pas de légitimité, le citoyen n'accepte pas les lois. Et donc, on va vers l'anomie, on va à la guerre civile, Et ça me paraît des questions essentielles. Et tous ces petits hommes gris passent leur temps à dire que si ça va pas arriver. Mais si ça va arriver, les peuples sont toujours les mêmes. Si on essaye de les violer, ils gueulent. Complètement. Le lien... Pourquoi je trouve que c'est intéressant qu'on ait Emmanuel Macron comme président de la République aujourd'hui, parce qu'il est le stade terminal de l'Union européenne. Il est la comment dire, la caricature. La caricature, l'étape ultime, j'ai tendance à dire une histoire de Giscard, mais dernier stade. Vous voyez, on a poursuivi le rêve ou la folie, peu importe. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron, qui est l'incarnation donc cette de philosophie à l'européenne, partage avec l'Europe l'idée que la légitimité c'est mal. Vous savez, il déteste ça. Il déteste le suffrage universel, il déteste le peuple en réalité, il aime pas la culture française, il y en a pas, enfin bref, on va pas refaire l'archéologie de tous les termes. Et dans les deux cas, Emmanuel Macron, Union européenne, dans les deux cas, on a tout fait pour ensevelir l'idée même de la légitimité. Il n'y a plus de légitimité, on s'en fout complètement, on l'a remplacé par les arguties juristes, les mécaniques juridiques et l'inflation de textes, etc. Qui sont responsables devant rien, ni personne. Exactement, qui ne sont jamais responsables, jamais. Je veux dire, je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a sidéré personnellement. Je n'avais jamais fait attention à cette histoire. Vous savez, on dit, certains le font remarquer en fin 2022, au début, peu importe, il y a 2 ans grosso modo, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme, a rendu un arrêt dans laquelle elle a condamné la France parce qu'elle refusait de rapatrier par principe ses djihadistes. Vous vous rappelez, la CEDH condamne la France parce qu'elle refuse de rapatrier par principe ses djihadistes. Bon, déjà, le raisonnement est complètement invraisemblable. On a quand même le droit de pas faire revenir des gens qui vont nous faire sauter le caisson, sur le territoire français. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que parmi les juges qui n'ont pas émis d'opinion dissidente, c'est-à-dire qui n'ont pas contesté le texte, contesté le raisonnement de la juridiction, il y a un juge français. Ça veut dire que le juge français, ça l'a pas choqué.
il a fait partie on va dire du micmac, ça l'a pas choqué que la juridiction dont il fait partie rende un arrêt qui, globalement, détruit le principe même d'une défense de la sécurité des Français. On s'en fout de la sécurité des Français. C'est-à-dire qu'on en est venu à mettre en place une élite qui est incapable d'estimer qu'une décision doit, quelque part, défendre les intérêts des Français. Et c'est le lien avec la légitimité. C'est qu'en fait, la question de la légitimité, c'est-à-dire la question de l'assentiment populaire, la question de savoir pour qui on fait ça. Les siens, quoi. Vous savez, défendre les siens. C'est mon chef. C'est mon chef, exactement. c'est mon chef qui lui-même est en relation avec ses ouailles, avec ses sujets. C'est mon chef et je l'ai choisi. Exactement. Exactement. Moi, j'ai aucun problème à obéir à quelqu'un si c'est moi qui ai choisi de l'obéir. Oui. Ah mais complètement. Mais regardez, on enregistre à quelques jours des européennes. Emmanuel Macron, alors j'espère que l'avenir cette fois-ci me donnera pas totalement tort, ou alors plutôt, il va faire 14% des voix. Ça. Admettons qu'il fasse 14, 15, 16. Il dissoudra pas. Bien sûr que non. Ça veut dire que si dans la foulée, il y a une motion de censure. Sauf si je suis d'accord avec vous. Mais je sais que le PR va jamais accepter. Mais on en serait dans une 5e République encore debout. Théoriquement, le chef devrait, c'est-à-dire le président de la République, devrait, dans la foulée, dans les heures qui suivent le scrutin, devrait en appeler à la dissolution. Ou alors partir. Bon, enfin, ça, ne rêvons pas, ça n'arrivera jamais, puisque Emmanuel Macron se positionne, en tout cas c'est mon avis, comme le futur patron de l'Europe. Il essaye de jouer pour moi... Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y aura plus rien dont il faudra être le patron. Parce qu'il a tellement de compétences, ce gars-là, que s'il pense qu'il y aura encore une Europe dans 10 ans, il est en train de se planter de façon absolument... Il n'y aura plus rien. C'est possible, mais disons que je pense que le Mozart de la finance, dont on s'aperçoit pas... Mais il n'est pas le Mozart de la politique non plus. Mais il n'est pas le Mozart de la politique non plus. Il va se planter autant dans les deux. Il a une idée, de mon avis, de patronage européen, quelque chose comme ça. Et c'est clair qu'il se positionne dans une Europe qui est amenée à connaître des vicissitudes. On va rester politiquement correct pour l'instant. On va rester donc nuancé. Voilà, encore une fois, je suis très content d'avoir cette émission parce que ça fait plaisir de quelqu'un qui raisonne convenablement. Il y en a encore quelques-uns en France, allez. Et puis surtout, achetez ce livre. Donc on marche sur la tête. D'ailleurs, ils ont mis France dans l'autre sens. Le panneau retourné des agriculteurs, absolument. Le panneau retourné des agriculteurs, et d'ailleurs qui, eux, sont des bons Français. Et qui était l'un des signes de ralliement du livre. On voulait vraiment montrer comment, techniquement, des agriculteurs à la crise énergétique, etc., tout fait que l'Europe marche sur la tête. En commençant par le cri de ralliement des agriculteurs. C'est de ce que j'avais montré dans mon bouquin, que tout ça a été voulu. Exactement. Le bouquin qui est là derrière, qui s'est bien vendu d'ailleurs. Donc je vous remercie. Donc, il faut qu'on reste en contact. Là. Avec plaisir, oui. Non, parce qu'il faut que vous veniez de temps en temps, parce que vous me remontez le moral un peu. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Gab.